Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit avec moi pour notre rendez-vous littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver. On va lire ensemble des contes, je sais que vous adorez ça et nous aussi dans cette émission on adore ça. C'est super agréable de lire des contes et je vais vous lire le recueil Une maison de grenade de Oscar Wilde qui comporte 4 contes. D'abord le jeune roi, l'anniversaire de l'infante, le pêcheur et son âme, et enfin l'enfant du roi. N'hésitez pas à retrouver toutes les autres lectures en replay. Nous avons déjà découvert ensemble le conte du jeune roi. Et maintenant, je vais vous faire découvrir l'anniversaire de l'infante. C'est un conte qui raconte l'histoire d'une petite fille, un conte initiatique assez mélancolique. Cette petite fille a 12 ans, mais du fait de son rang, elle ne peut pas jouer avec n'importe quel enfant, sauf le jour de son anniversaire, où le roi lui accorde la permission toute particulière de profiter de qui elle voudra, et même de cet affreux nain que tout le monde déteste à la cour. Mais elle va lui trouver quelque chose, et cette mystérieuse rencontre en dira long, vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout de suite cette œuvre, et n'hésitez pas à réagir sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag VBN. Donc le nain et la petite fille se sont déjà rencontrés à ce moment-là. Vont-ils se revoir? C'est ce que le nain espère. Mais où se trouvait-elle? Il le demanda à la rose blanche qui ne lui répondit pas. Tout le palais paraissait assoupi, et même là où les volets n'avaient pas été fermés, on avait tiré devant les fenêtres de lourds rideaux pour se protéger du soleil. Il erra tout autour, à la recherche de quelque endroit par lequel il pourrait s'introduire, et finit par aviser une poterne qui était restée ouverte. Il se faufila et se trouva dans une salle splendide, bien plus splendide que la forêt. Il en eut peur, car il y avait bien plus de dorures, et le sol lui-même était fait de larges dalles de couleurs qui formaient une sorte de dessin géométrique. Mais la petite infante n'était pas là, seulement de merveilleuses statues blanches qui le regardaient de haut depuis leurs piédestaux de jappe. Leurs yeux étaient tristes et vides, sur leurs lèvres flottait un étrange sourire. À l'extrémité de la salle pendait un rideau de velours noir aux riches broderies que poudraient des soleils et des étoiles, les emblèmes favoris du roi, brochés sur sa couleur de prédilection. Se cachait-elle derrière? Il allait en avoir le cœur net. Le nain glissa donc silencieusement à travers la pièce et écarta le rideau. Non, il n'y avait là qu'une autre salle, mais plus jolie, lui sembla-t-il, que celle qu'il venait de quitter. Œuvre de quelques artistes flamands qui avaient passé plus de 7 ans à sa composition. Une tenture verte, en tapisserie aux petits points, qui représentait une chasse animée de 1000 figures, couvrait les murs. C'était autrefois la chambre de celui qu'on surnommait Jean le Fou, ce roi dément que sa passion pour la chasse poussait parfois, dans son délire, à tenter de monter les énormes chevaux cabrés, d'abattre le cerf sur lequel se jetaient les grands chiens et, tout en sonnant du corps de la chasse, de larder de coups de dague les paladins en fuite. On y tenait aujourd'hui les réunions du conseil, et sur la table centrale étaient posés les portefeuilles rouges des ministres, frappés de tulipes d'or d'Espagne et portant les armes et les emblèmes de la maison de Habsbourg. Le petit nain, ébloui, regardait tout autour de lui et avait presque peur d'aller plus loin. Les étranges et silencieux cavaliers qui galopaient si vivement à travers les clairières sans faire aucun bruit lui rappelaient ces redoutables fantômes dont il avait entendu les charbonniers parler. Les comprachos qui ne chassent que la nuit et, s'il rencontre un homme, le changent en biche et le forcent. Mais la pensée de la jolie infante lui rendit courage. Il voulait la trouver seule pour lui dire qu'il l'aimait lui aussi. Peut-être se trouvait-elle dans la pièce suivante? Il traversa au pas de course les moelleux tapis mauresques et ouvrit la porte. Non, elle n'était pas là non plus. La pièce était complètement vide. C'était une salle du trône qu'on utilisait pour recevoir les ambassadeurs étrangers lorsque le roi consentait, ce qui ces derniers temps n'avait pas été fréquent, à leur accorder une audience privée. Dans cette même salle, bien des années auparavant, des envoyés étaient venus d'Angleterre préparer les voies du mariage de leur reine, qui était alors un des souverains catholiques de l'Europe, avec le fils aîné de l'empereur. Les tentures étaient en cuir doré de Cordoue et, du plafond noir et blanc, pendait un pesant lustre doré dont les branches pouvaient porter 300 chandelles de cire. Sous un large dais de drap d'or, où des lions et les tours de Castille étaient brodés en semences de perles, se dressait le trône lui-même,
couvert d'une riche étoffe de velours noir, constellé de tulipes argentées et somptueusement frangées d'argent et de perles. Sur la seconde marche du trône était placé l'agenouillard de l'infante, avec son coussin de drap tissé d'argent, et encore au-dessous, hors des limites du dais, se trouvait le fauteuil du nonce pontifical qui seul avait le droit de rester assis en présence du roi lors de toute cérémonie publique, et dont le chapeau de cardinal, au gland écarlate enchevêtré, était posé en face sur un tabouret pourpre. Au mur, face au trône, était accroché un portrait grandeur nature de Charles Quint en habit de chasse, un grand matin à son côté, un tableau représentant Philippe II recevant l'hommage des Pays-Bas occupait le milieu de l'autre mur. Entre les fenêtres se trouvait un cabinet d'ébène noir, incrusté de plaques d'ivoire, sur lequel les personnages de la danse macabre de Holbein avaient été gravés, disait-on, de la main de l'illustre maître lui-même. Mais le petit nain n'avait cure de tous ces splendeurs. Il n'aurait pas échangé sa rose contre toutes les perles du dais, ni une seule pétale de sa rose contre le trône lui-même. Ce qu'il voulait, c'était voir l'infante avant qu'elle ne regagnât la tente et lui demander de partir avec lui à la fin de la danse. Dans le palais, l'air était rare et lourd, mais dans la forêt, le vent soufflait en toute liberté et les rayons de soleil écartaient leurs mains d'or vagabondes, les feuilles frémissantes. Il y avait aussi des fleurs dans la forêt, peut-être d'une moindre magnificence que celle du jardin, mais au parfum plus doux. Au début du printemps, c'était jacinthe submergeant de vagues pourpres les frais vallons et les tertres herbus. Prime vert jaune qui se nichait en menus touffes autour des racines de torses de chêne, childoine éclatante, véronique bleue, iris lilas et doré. Il y avait des chatons gris sur les noisetiers et les digitales ployaient sous le fait de leurs corolles mouchetées que hantaient les abeilles. Le châtaignier avait ses flèches d'étoiles blanches, l'aubépine ses pâles lunes de beauté. Oui, à coup sûr, elle viendrait si seulement il parvenait à la trouver. Elle partirait avec lui dans la riante forêt. Et tout le jour, il danserait pour son ravissement. À cette idée, un sourire fit étinceler ses yeux. Il pénétra dans la pièce suivante. Entre toutes les pièces, celle-ci brillait par sa magnificence. Les murs étaient couverts d'un damas de luc à fleurs roses, agrémentés d'oiseaux et semés de délicats fleurons d'argent. Les meubles, d'argent massif, étaient festonnés de guirlandes à fioritures et de cupidons sur des balances. Face aux deux cheminées se trouvaient de larges écrans brodés de perroquets et de paons, et le sol, qui était d'onyx vert marin, paraissait s'étendre fort avant dans le lointain. Aussi, il n'était plus seul. Debout dans l'ombre de la porte, à l'extrémité de la pièce, il vit un personnage de petite taille qui l'observait. Son cœur tressaillit. Un cri de joie s'échappa de ses lèvres et il s'avança dans la lumière. En même temps qu'il bougeait, le personnage s'avança lui aussi et il le vit distinctement. L'infante! Mais c'était un monstre, le plus grotesque monstre qu'il eût jamais contemplé. Non pas convenablement tourné, comme les autres gens, mais bossu, les membres difformes, avec une énorme tête dodelinante et une mèche de cheveux noirs. Le petit nain fronça le sourcil, et le monstre en fit autant. Il rit, et le monstre rit de concert, les mains posées sur les hanches, exactement comme lui. Il fit une révérence moqueuse, et en retour, on les salua très bas. Il s'avança vers le monstre, et le monstre vint à sa rencontre, copiant le moindre de ses pas et s'arrêtant quand lui-même s'arrêtait. Le nain poussa un cri amusé, se précipita et tendit la main. La main du monstre toucha la sienne. Elle était froide comme de la glace. Il prit peur et bougea la main de côté. La main du monstre la suivit promptement. Il tenta d'aller plus avant. Quelque chose de lisse et de dur l'en empêcha. Le visage du monstre était maintenant tout proche du sien et il paraissait plein de terreur. Le nain écarta les cheveux qui lui encombraient les yeux. Le monstre l'imita. Il le frappa, l'autre rendit coup pour coup. Il le prit en horreur et l'autre lui fit des grimaces hideuses. Quand il recula, l'autre battit en retraite. « Qui est-ce » se demanda-t-il un moment, et il parcourut du regard le reste de la pièce. Bizarrement, chaque objet semblait avoir un double en cet invisible mur d'eau limpide. Oui, tout était répété, tableau pour tableau, divan pour divan. Le faune endormi qui était étendu dans l'alcôve près de l'entrée possédait un jumeau ensommeillé.
Et la Vénus d'argent qui se dressait dans la lumière tendait les bras à une Vénus aussi jolie qu'elle. Était-ce donc Écho? Il l'avait appelée un jour dans la vallée et elle lui avait répondu mot pour mot. Pouvait-elle railler la vue comme elle avait raillé la voix? Avait-elle le pouvoir de créer un monde mimétique tout semblable au réel? L'ombre des choses pouvait-elle recevoir couleur, vie, mouvement? Pouvait-il s'agir de cela? Il eut un frisson et, tirant de sa poitrine la magnifique rose blanche, il se retourna, la baisa. Le monstre avait une rose à lui, la même, pétale pour pétale. Il la baisait des mêmes baisers et la pressait contre son cœur avec des gestes atroces. Lorsque la vérité lui apparut, il poussa un sauvage cri de désespoir et s'effondra en sanglotant. Ainsi c'était lui le difforme, le bossu, l'affreux, le grotesque. Le monstre, mais c'était lui. Lui dont les enfants avaient ri, tout comme la petite princesse dont il avait cru être aimé quand elle n'avait fait que moquer sa hideur et se gausser de ses membres cagneux. Pourquoi ne l'avait-on pas laissé dans la forêt, où n'existait aucun miroir pour lui dire quel dégoût il inspirait? Pourquoi son père ne l'avait-il pas tué au lieu de le vendre pour sa honte? Les chaudes larmes coulèrent le long de ses joues. Il déchiqueta la rose blanche. Le monstre vautré fit de même et dispersa les délicats pétales avant de se mettre à ramper. Il se traînait au sol et, quand le nain le regardait, le considérait avec un visage tiré par la douleur. Le nain s'écarta afin de ne plus avoir à contempler le monstre, et il se couvrit les yeux de la main. Comme une bête blessée, il se traîna jusque dans un coin sombre où il se coucha en gémissant. À cet instant, l'infante et ses compagnons firent leur entrée par la porte-fenêtre ouverte. Quand ils virent l'affreux petit nain, étendu par terre, qui, de la façon la plus extravagante et la plus outrée, frappait le sol de ses poings crispés, ils éclatèrent en rires tonitruants et gais. Ils l'entourèrent, pour mieux le regarder. C'était un danseur amusant, dit l'infante, mais comme un acteur, il est encore plus drôle. Vraiment, il est presque aussi bon que les marionnettes, même s'il n'a pas leur naturel, bien sûr. Et elle agita son grand éventail, puis battit des mains. Mais le petit nain ne leva jamais les yeux. Ses sanglots se firent de plus en plus faibles. Soudain, il eut un halètement étrange et porta vivement la main de son côté. Puis il retomba en arrière et ne bougea plus. « C'est parfait, dit l'infante. Mais maintenant, il faut que tu danses pour moi. »« Oui, s'écrièrent les enfants, il faut que tu te relèves et que tu danses, car tu es aussi malin que les singes de Barbarie et encore plus ridicule. » Mais le petit nain ne remuait plus. L'infante tapa du pied et héla son oncle qui arpentait la terrasse en compagnie du chambellan, lisant des dépêches tout juste arrivées du Mexique où l'on venait d'installer le Saint-Office. « Mon drôle de petit nain fait la tête » s'écria-t-elle. « Il faut le réveiller et lui dire de danser pour moi. » Les deux hommes échangèrent un sourire et pénétrèrent nonchalamment dans la pièce. Don Pedro se baissa et, de son gant brodé, frappa le nain au visage. « Il faut que tu danses. L'infante d'Espagne et des Indes veut que l'on s'amuse. Il faut que tu danses, dit-il, petit monstre. » Mais le petit nain ne remuait plus. « Il faudrait envoyer chercher un maître fouettard, dit d'un ton las Don Pedro qui retourna sur la terrasse. Mais le chambellan, l'air grave, s'agenouilla à côté du petit nain et posa la main sur son cœur. Après un instant, il haussa les épaules, se releva, s'inclina très bas devant l'infante et dit « Mi bella princesa. Votre drôle de petit nain ne dansera plus jamais. C'est bien dommage car il est si laid qu'il aurait pu faire sourire le roi. »« Mais pourquoi ne dansera-t-il plus ?» demanda l'infante en riant. « Parce qu'il a le cœur brisé, » répondit le chambellan. L'infante fronça les sourcils et ses mignonnes lèvres en bouton de rose se plissèrent en une délicieuse moue de dédain. « À l'avenir, veillez à ce que mes compagnons de jeu n'aient pas de cœur, » s'écria-t-elle, et, prenant ses jambes à son cou, elle s'élança dans le jardin. Voilà, c'est un conte que j'ai découvert en même temps que vous. C'était un conte assez terrible, mélancolique, je pense que le mot est faible, c'est assez sombre, assez noir. C'est ce qui vous montre que tous les contes, non, ne finissent pas par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Les contes, c'est aussi souvent très dur, très sombre. Et si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que c'était le conte d'Oscar Wilde, l'anniversaire de l'infante. Nous allons continuer et lire un autre conte de ce recueil, La Maison de Grenade. Et ce conte s'appelle Le pêcheur et son âme. Tous les soirs,
Le jeune pêcheur partait sur la mer et jetait ses filets dans l'eau. Lorsque soufflait le vent de terre, il n'attrapait rien, ou dans le meilleur des cas, fort peu de choses, car ce vent aux ailes noires était mordant, et de violentes vagues se levaient à sa rencontre. Mais quand soufflait le vent de mer, les poissons remontaient des profondeurs et venaient se prendre dans les mailles de ses filets. Alors il les portait au marché où il les vendait. Tous les soirs, il partait sur la mer, et un soir, le filet était si lourd qu'il avait du mal à le hisser sur le bateau. Il se mit à rire. J'ai dû attraper tous les poissons qui nagent, se disait-il, ou bien piéger quelque monstre stupide qui fera l'admiration des hommes, ou quelque objet d'horreur dont la grande reine aura la fantaisie, et, bandant toutes ses forces, il tira sur les filins grossiers au point qu'à la manière de filets d'émail bleu autour d'un vase de bronze, les longues veines se gonflèrent sur son bras. Il tira sur les cordages minces, petit à petit, le cercle de frotteurs de liège se rapprocha, et le filet remonta enfin jusqu'à la surface des eaux. Mais il ne contenait aucun poisson, aucun monstre ou objet d'horreur, rien qu'une petite sirène profondément endormie. Ses cheveux étaient une toison d'or humide. Chaque cheveu semblait un fil d'or fin dans une coupe de verre. Son corps paraissait fait d'ivoire blanc. Sa queue, d'argent et de perles. D'argent et de perles était sa queue. Et les vertes algues de la mer s'enroulaient autour. Ses oreilles étaient à la ressemblance des coquillages, ses lèvres à celles du corail marin. Les vagues froides s'abattaient sur la froideur de ses seins, et le sel scintillait sur ses paupières. Telle était sa beauté que le jeune pêcheur, rempli d'émerveillement à sa vue, avança la main et attira le filet vers lui, puis se pencha par-dessus le bastingage et la prit dans ses bras. Quand il l'eut touchée, elle poussa un cri de mouette effrayée, s'éveilla, le dévisagea avec effroi de ses yeux d'améthyste mauve et se débattit pour tenter de s'échapper. Mais il la serra ferme contre lui. Il n'eût pas toléré qu'elle se départît. Quand elle vit qu'elle ne pouvait lui échapper d'aucune façon, elle se mit à pleurer et dit « Je vous prie de me laisser partir, car je suis la fille unique d'un roi, et mon père est vieux et seul. » Mais le jeune pêcheur répondit « Je ne vous laisserai pas partir que vous n'ayez promis d'accourir à mon appel et de chanter pour moi. Car les poissons chérissent le chant des habitants de l'océan, et je remplirai mes filets. »« Contre cette promesse, me laisserez-vous partir en vérité ?» s'écria la sirène. « En vérité, je vous laisserai partir, » dit le jeune pêcheur. Elle lui promit ce qu'il désirait et prononça le serment des habitants de l'océan. Alors il desserra son étreinte et elle glissa dans l'eau, tremblant d'une étrange frayeur. Tous les soirs, le jeune pêcheur partait sur la mer et appelait la sirène qui sortait de l'eau et chantait pour lui. Tout autour d'elle, les dauphins faisaient cercle et les mouettes sauvages tournoyaient au-dessus de sa tête. Elle chantait alors une chanson merveilleuse, la chanson des habitants de l'océan qui paissent leurs troupeaux de caverne en caverne et portent leurs petits sur leurs épaules. Des tritons à la longue barbe verte, à la poitrine velue, qui soufflent dans les conques biscornues au passage du roi. Du palais du roi qui est tout entier d'ambre avec un toit d'émeraude clair et un plancher de perles luisantes. Des jardins de la mer, où s'agitent tout le jour les grands éventails en filigrane de corail, où filent les poissons tels des oiseaux d'argent, où les anémones se cramponnent aux rochers, et où les œillets bourgeonnent dans le sable jaune et ridé. Elle chantait les grandes baleines qui descendent des mers du Nord et dont les nageoires portent des glaçons pointus. Les sirènes qui content des histoires si belles que les marchands doivent se boucher les oreilles avec de la cire, de peur qu'en les entendant, ils ne se jettent à l'eau et ne se noient. Les galères naufragées avec leurs hauts mâts, les marins transis qui s'accrochent au gréement, et les maquereaux qui passent et repassent par les écoutilles. Les petites bernaches, ces grandes voyageuses qui courent le monde accrochées à la quille des navires, les seiches qui vivent à flanc de falaise et tirent leur long bras noir et peuvent à volonté faire la nuit. Elle chantait le nautile qui possède son propre vaisseau, taillé dans une opale, qu'il dirige au moyen d'une voile de soie. Les jeunes hommes de l'océan qui jouent de la harpe et savent si bien chanter les chants kraken qu'ils s'assoupissent. Les petits enfants qui attrapent les marsouins glissants et les chevauchent en riant. Les sirènes qui se prélassent parmi l'écume blanche et ouvrent leurs bras aux marins, les lions de mer aux défenses recourbées et les chevaux marins à la crinière flottante. Et tandis qu'elle chantait, les tons des grandes profondeurs remontaient de partout pour l'entendre. Le jeune pêcheur jetait ses filets tout autour d'eux, et les voilà pris. Il en prenait d'autres au harpon.
Dès que son bateau était bien chargé, la sirène s'enfonçait au profond de la mer en lui souriant. Jamais pourtant elle ne s'approchait de lui au point qu'il pût la toucher. Elle eut beau l'appeler, la supplier maintes et maintes fois, elle ne voulait pas. Il eut beau l'appeler, pardon. Et lorsqu'il tenta de l'attraper, elle plongea comme aurait fait un phoque et il ne la revit plus de la journée. Chaque jour, la voix de la sirène sonnait plus doucement à ses oreilles. La voix était si suave qu'il en oubliait ses filets et sa ruse, et ne se souciait plus de son métier. Avec leurs nageoires vermillons, leurs yeux saillants et dorés, les thons passaient par bancs entiers, mais il ne leur prêtait pas la moindre attention. Son harpon désœuvré gisait à son côté, et ses paniers d'osier tressés restaient vides. Les lèvres entr'ouvertes, les yeux émerveillés, il restait dans son bateau sans rien faire et écoutait jusqu'à ce que la brume de la mer l'enveloppasse et que la lune errante eût teint d'argent ses membres brunis. Et puis un soir, il l'appela. « Petite sirène, je vous aime, disait-il. Prenez-moi pour époux car je vous aime. » Mais la sirène secoua la tête. « Votre âme est d'un homme, répondit-elle. Débarrassez-vous de votre âme et je pourrai vous aimer. » Le jeune pêcheur se dit à part lui. « Mon âme, à quoi me sert-elle? Je ne puis la voir. Je ne saurais la toucher. Je ne la connais pas. Oui, je vais m'en défaire et je connaîtrai un bonheur sans pareil. » Un cri de joie s'échappa de ses lèvres et, debout sur son bateau bariolé, il ouvrit les bras à la sirène. « Je vais me défaire de mon âme, s'écria-t-il. Vous serez mon épouse, je serai votre époux. Nous entrerons ensemble les profondeurs de la mer. Vous me montrerez tout ce que vous avez chanté. J'accomplirai tous vos désirs et jamais nos vies ne seront séparées. » La petite sirène rit de plaisir et se cacha le visage dans les mains. « Mais comment me déferai-je de mon âme » s'écria le jeune pêcheur. « Dites-moi comment m'y prendre, et en un tournement, ce sera fait. »« Hélas, je l'ignore, dit la petite sirène. Les habitants de l'océan n'ont pas d'âme. » Et elle s'enfonça dans les profondeurs en le regardant rêveusement. Or, le lendemain, de bonne heure, avant que le soleil eût passé d'un empan le sommet de la colline, le jeune pêcheur se rendit à la maison du prêtre et frappa 3 fois à la porte. Le novice jeta un regard à travers le guichet, et quand il vit qu'il était là, il tira le verrou. « Entrez, dit-il. » Et le jeune pêcheur pénétra dans la maison, s'agenouilla sur les roseaux à l'odeur suave qui couvrait le sol, et dit en sanglotant au prêtre qui lisait le livre saint. « J'aime une fille de la mer, et mon âme entrave son désir. » Dites-moi comment me défaire de mon âme, car en vérité je n'en ai pas l'usage. Que me chaud mon âme, je ne puis la voir. Je ne saurais la toucher, je ne la connais pas. Le prêtre se frappa la poitrine. Là, vous êtes fou, à moins que vous n'ayez goûté de quelque herbe empoisonnée, car l'âme est la plus noble partie de l'homme. Dieu nous l'a donnée pour que nous en fassions noble usage. Rien n'est plus précieux qu'une âme humaine, et rien au monde ne pèse du même poids. Elle vaut tout l'or de l'univers, et a plus de prix que le rubis des rois. Aussi, mon fils, ne songez plus à cette affaire, car c'est un péché sans pardon. Quant aux habitants de l'océan, ils sont perdus comme se perdent ceux qui ont commerce avec eux. Semblables aux bêtes des champs, ils ne connaissent ni le bien ni le mal, et pour eux, le Seigneur n'a pas donné la vie. Voilà, c'était le conte « Le pêcheur et son âme » de Oscar Wilde. C'est sur ces mots que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit, mais n'hésitez pas à retrouver cette lecture et les autres de cette œuvre en replay, et surtout restez avec moi puisque cette lecture continue tout de suite. C'était Oscar Wilde. À tout de suite. Ciao, restez avec moi.